Bonjour Mathieu, comment tu vas? Bonjour Alexis, je vais très très bien. En Super. forme. C'est pas si c'est la nuit ou le matin chez nos auditeurs, mais on ne prend pas de chance, on leur souhaite bonjour, bonsoir ou bon après-midi. Alors, comment tu te sens après un week-end de judo avec des boîtes dans tous les sens Non, et les c'est nippons qui nous font forte impression comme d'habitude? ouais, le grand slam, il y a toujours quelque chose de particulier dans cette compétition. Bon, le Japon arrive toujours à tirer son épingle du jeu, hein. Ouais. Contrairement à l'année dernière où ils ont eu 13 médailles d'or, cette année, ils ont fait 7 médailles d'or quand même. Et ce qu'on attendait ont confirmé. C'est-à-dire que les deux Après, habits. après, honnêtement, 13 médailles d'or, moi je crois que c'est comme l'asymptote. C'est difficile de partir avec cette performance comme étant la cible à atteindre à chaque fois. C'est très difficile. C'est même interdit de progresser parce qu'à un moment donné, tu auras des juniors, tu auras des jeunes qui sont en train de remplacer les anciens. Et Mm, quand tu as ce genre, bon, des fois, tu les empêches aussi de se développer. mm. Mais bon, on a pu voir un Japon impérial avec 7 médailles d'or, 5 médailles d'argent, il faut le dire. Oui, 5 médailles d'argent Euh, quand même, hein. Ça veut dire que ouais, il faut les le gars dire. ils te font quand même. Ils te font combien de finales là? 12, Là, c'est non? en cumulé 12 finalistes. 12 finales Ça quand fait même, hein? 12 finalistes. Oui, 12 finalistes. Après, tu as des finales, je pense qu'il y a des finales nippo-japonaises avec les 60 qui ont fait la finale entre eux. Oui, j'étais Euh, surpris hein, que le petit Nagayama, il a gagné il est en train de. Takato. Mais il n'est pas qualifié pour les Jeux. Il est qualifié pour les Jeux? Je ne pense pas. C'est l'autre qui ils vont amener Takato. Ok. Il vise le triplé, non? Ouais, il vise le Ah, triple. ah. Et tu sais, Parce j'ai que je vu vois le qu'il y a. petit là, il dit que durant le combat là, il est serein, il est calme. Tu sens qu'il est en train de dire, je vais te punir. Mais c'est la pure école japonaise quand même. Je pense que il y a chez les Japonais, il y a euh, cet amour pour des combattants froids qui sont capables d'intérioriser tous les combats. Il faut qu'on le dise aux auditeurs. Un combattant comme ça qui est froid, ça ne veut pas dire qu'il ne ressent rien. Ça veut simplement dire qu'il a réussi à intérioriser toutes les émotions qui le traversent. Donc parfois, on a l'impression que c'est un glaçon, mais ce n'est pas vrai. Très souvent, c'est quelqu'un de très sensible, mais qui a trouvé la façon de canaliser tout ça. Tout à fait, tout à fait. Donc là, je peux présenter à l'écran. Et là, j'en profite pour dire à nos auditeurs que finalement, j'ai craqué, j'ai pris un abonnement à IGF pour Judo TV. Tu as pris Je me suis premium, rendu hein? compte. Et là, Oui, oui, c'est Judo TV, c'est ça? oui, oui, c'est ça. Euh, et donc, mais il faut dire que ça coûte une blinde, cette affaire. Je veux dire, Bien sûr, ça coûte cher. c'est 100 euros par semaine, par an, autant pour moi. Quand tu regardes bien, ça m'a l'air plus cher que le bouquet Canal Plus dans beaucoup de pays. Ça m'a l'air déjà, c'est plus cher que Netflix, ça va de soi. 100 euros, parce que 100 euros en dollars canadiens, j'ai payé dans les 150 dollars canadiens. Donc, c'est dans les à peu près 15, bon, on va dire 10 dollars, 12 dollars par mois. Il n'y a pas beaucoup de Netflix, qu'est-ce que j'ai Amazon Prime, c'est 9 dollars par mois. Donc, ils sont beaucoup plus chers alors qu'ils ont un seul contenu. On en parlera tout à l'heure parce que je trouve ça anormal. C'est vrai, on aime le judo, tout ça, mais 100 euros pour un an, je trouve ça, en tout cas, on en parlera tout à l'heure quand on va aborder le sujet. Là, on présente un peu le combat à moins de 60, la finale 100% japonaise entre la jeune pousse et puis le vieux. La jeune pousse, il y a Nagayama. Jeune pousse, entre guillemets, parce que c'est déjà un combattant avec beaucoup d'expérience et beaucoup de performances dans son palmarès. Et puis, il affronte face à lui un double champion olympique qui vise le triplé. Je crois que lui, sa qualification pour les Jeux, c'est vraiment pour qu'il aille marquer pour l'histoire.
c'est pas tant que ça parce qu'il est comme le combattant indéniable. C'est vrai qu'il est. On peut pas dire qu'entre Nagayama et lui, il y a un gouffre technique, il y a un gouffre Et ce machin, mais combat-là, il est sorti plusieurs fois pour aller se faire soigner. oui, tu vois, il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement. Beaucoup d'engagement. OK. Donc, Mathieu, comment tu as trouvé le grand slam de Tokyo? Oh, comme je dis toujours, hein, c'est la terre du judo. Hein, on est sûr de voir des surprises, on est sûr de voir de belles choses, de beaux combats. Comment dire, les Asiatiques et les autres pays du monde le préparent vraiment. Et on voit on voit des beaux combats. J'ai toujours aimé cette compétition, sur le plan technique, sur le plan de beaucoup de choses. Donc, moi, j'ai aimé. Les combats que j'ai vus, j'ai aimé. Le plus de 100 kilos, Bassaev, je sais pas comment il gagne le Coréen au final. Ah oui, en moins de 90 kilos, c'est un jeune qui vient battre le champion du monde. Et assez facilement en plus. Ouais. C'était pas un combat triqué. Non, 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 il a dominé son gars, tranquille. Voilà. Et j'ai cru voir que Ono est dans son staff. Je ne suis pas sûr, mais j'ai cru voir qu'Ono était dans son staff. Et j'ai Sinon, vu aussi en moins de 100 kilos, le Japonais en finale, il a perdu facile. Hein. Facile sur un Ikomi Gaishi. Bon. OK. Non, non, il y a des beaux combats quand même. Il y a des très, 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 très beaux combats. Moi, j'ai apprécié. J'ai aimé. Premier constat de ce grand chelem de Tokyo, il n'y a aucun pays africain dans le classement. Aucun pays. Dans les 25 pays qui ont pu faire au moins une place de 7, il n'y a aucun pays. Parce qu'il faut rappeler en judo, le classement, ce sont les 8 premiers. Dans le premier, le deuxième, les 2 troisièmes, les 2 cinquièmes et les 2 septièmes. Dans les 8 premiers. Quand on est dans les 8 premiers, vous n'êtes pas classé. Vous n'êtes pas considéré comme étant classé. Et donc, au Grand Chelem de Tokyo, qui est le dernier grand tournoi de l'année, on n'a aucun pays africain classé. Est-ce que c'est une surprise pour toi ou est-ce que finalement c'est dans la continuité de ce que l'Afrique propose parce qu'on est quand même dans une année pré-olympique. C'est la dernière année civile avant les Jeux olympiques. Est-ce que pour toi c'est une surprise que rendu là, on n'a aucun pays africain qui se classe parce que des filles comme les Bala et consorts, Bala Vanessa, la Camerounaise, les Shekiro de la Tunisie, ils avaient quand même habitué à ce que dans des tournois comme ça, parfois, ils faisaient des Tu places. allais les voir. Voilà, tu allais les voir quand même quelque part. Donc là, c'est silence total. Selon toi, qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, de comment je perçois le judo africain, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Les Africains, la grande majorité, quand tu regardes, ils font le championnat d'Afrique. Et c'est là-bas que certains pays du Maghreb vont montrer leur supériorité au niveau de la performance. Mais dès qu'on sort de là, on ne voit plus beaucoup les pays africains. Et ça, c'est dû à plusieurs aspects. Est-ce que nous sommes vraiment là pour chercher la performance? Qu'est-ce que nous donnons? Quand je dis nous, je veux dire nous, Africains, nous tous en globalisant. Qu'est-ce que nous donnons à ces athlètes-là pour qu'ils puissent aller chercher la performance au niveau mondial? Quand on regarde que la plupart jouent la qualif continentale au lieu de jouer la qualification directe, tu vois un pays comme le Maroc, c'est le seul d'ailleurs. Tiens, je n'ai plus regardé la ranking list au niveau des pays africains. Je pense que la dernière fois que j'ai vu, c'est le Maroc qui avait 3 qualifiés pour l'instant. L'Afrique a quand même 52 pays et il n'y a que 2 ou 3 pays qui qualifient 3 personnes. Quand je dis 2 même, je suis... non, il y a un gros problème avec la performance africaine. Énormément. L'Afrique gagnerait à élever le niveau. Et qu'est-ce qu'il faut? Et pourtant, on a du potentiel. Qu'est-ce qui manque selon toi? Non, c'est plusieurs choses qui manquent.
Parce que C'est quand plusieurs j'élève le choses. niveau, c'est vague. Je veux dire concrètement, qu'est-ce qui manquerait pour qu'on soit capable de faire comme les Émirats arabes unis qui ont, il faut se le Ah dire, un tiens, budget de judoka beaucoup plus petit, les tiens. conditions climatiques Mais regarde, moins intéressantes pourquoi en et plus Afrique, il n'y a d'argent pas, derrière. pourquoi en Afrique, il n'y a pas des compétitions qui sont organisées comme un grand prix, un grand slam, un grand... Pourquoi il n'y a pas? Peut-être l'argent. Nous devons nous organiser. Je pense que c'est c'est un problème africain où on ne voit pas la haute performance. On pense toujours que il faut contourner, il faut bidouiller, il faut... Non. Et dans Il la faut jongler. performance, on ne triche pas avec, on ne jongle pas. Ouais. On ne jongle pas. Je reviens par exemple Mais quand on selon voit toi, la... ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, on ne performe pas parce qu'on on a une offre de compétition, de tournoi. On a une offre qui est petite, mais on n'a pas de gros tournois. Donc, autrement dit, le seul problème que nous avons, c'est un problème d'accès au tournoi de haut niveau, ou alors c'est autre chose. Parce que là, on est quand même, on est à deux, on peut se permettre de faire une analyse beaucoup plus poussée pour savoir okay, quelles sont les choses qui manqueraient et quelles sont les choses sur lesquelles, par exemple, on a perdu la compétitivité et qui se ressent sur le tatami. Alors, moi, je prendrais le premier élément qui est fondamental, c'est l'état d'esprit. Quand nous Okay? parlons de performance, qu'est-ce que nous voulons dans la performance? La performance est dure, hein? 1 plus 1 est égal à 2 et on ne discute pas. Si vous commencez à dire 2 et peut-être, et voyons que, et contournons que, Non, ça ne marche pas. c'est Ça marche déjà pas. d'abord un C'est problème. bon. Moi, je pense que c'est d'abord un problème d'état d'esprit. OK? Où est-ce que nous allons nous entraîner? Comment nous sommes organisés? Quelle est la programmation que nous mettons en place pour développer la performance sur le judo africain? OK? Au lieu de Parce multiplier les qu'on African a Open, remarqué, African Open, mais voilà. oui, ça ne sert à rien. Je veux dire, les African Open, c'est bien. Ça nous permet de développer, je pense, nos cadets, nos juniors. C'est super pour ça. Et pour certains de nos athlètes qui ont besoin de compléter leur banque de points, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant même pour apparaître dans les rankings listes mondiales. Mais pour être qualifié olympique direct, il faut s'habituer à faire des demi-finales dans les grands tournois. Exactement. Il faut s'habituer à ce niveau-là, il faut s'habituer à faire des repêchages dans les très grands tournois. Et donc, pour ça, il faut commencer à se donner les moyens. Moi, mon impression, c'est que ce qui manque à l'Afrique en général, et après, je parle au cas par cas parce que les différents pays africains n'ont pas les mêmes challenges. Je te dirais par exemple que la situation sportive de l'Afrique du Sud ne ressemble pas beaucoup à la situation sportive du Cameroun, qui ne ressemble pas beaucoup à la situation sportive du Gabon, qui ne ressemble absolument pas à la situation sportive du Maroc. Le Maroc est en train de sortir son épingle du jeu pour une raison qui est toute simple. Ils ont une politique de sport, ils ont une politique de haut niveau. Dans beaucoup d'autres pays africains, il n'y a pas de politique de haut niveau pour le judo. Pour une raison qui est très simple. C'est que le plus grand financier, donc l'argentier du sport dans les pays africains, c'est l'homme politique. C'est l'homme politique qui finance le sport. Et le sport qui est donc financé, le sport est donc financé parce que c'est un outil politique. Et donc, pour avoir le statut d'outil politique en tant que sport, et qui plus est en tant que sport amateur, il faut que tu suscites un tel engouement que tu peux être catégorisé comme tel. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a plutôt des sports comme le football. Je dirais même qu'il n'y a que le football, par exemple, qui a ce statut-là. Et au Sénégal, je te dirais la lutte sénégalaise. C'est au Sénégal, au Niger, parce qu'il y a quand même au Sénégal, Niger, je pense aussi au Mali, je ne suis pas sûr, où la lutte sénégalaise est très populaire. Donc, en dehors de ce statut d'outil populaire, donc d'outil politique, c'est difficile d'avoir des financements. Donc, comme on n'a pas de financement, ça n'attire pas de talent. Donc, la plupart des gens qui se ramènent dans le monde du judo, dans beaucoup de pays d'Afrique, ce n'est pas des grands architectes qui finalement font en sorte qu'on n'a pas une vraie politique sur le long terme de sport de haut niveau. On fait comme on peut. Et
Et ça se ressent. Ça se ressent. J'ai déjà eu à travailler un peu euh, avec la direction sportive de l'UAJ, parce qu'on a le directeur sportif en chef de l'UAJ, c'est le président actuel de la fédération. Et donc, moi étant Camerounais, j'ai déjà eu à travailler sur des projets. Et c'est l'une des choses que j'ai toujours remarqué, j'ai toujours souligné, c'est que finalement, on a besoin d'une montée en compétences dans cette structure-là. Et donc, cette structure est plus ou moins la crème de la crème de toutes les autres structures qui la composent. Donc, on a besoin d'une montée en compétence dans toutes les autres structures. Et maintenant, on va se dire, mais pourquoi dans certains pays, on reçoit les performances? C'est très simple. C'est que parfois, il y a des concours de circonstances qui font que tu as un coopérant très motivé qui vient d'un autre environnement, par exemple un français, un anglais, un japonais, et qui vient avec cette compétence dans notre écosystème et qui réussit avec des moyens limités à produire des résultats. Mais généralement, il n'y a pas un phénomène de continuité parce que le phénomène de continuité ne peut exister que s'il y a une structure qui pousse ça. Or, si c'est juste une personne qui vient, qui fait son one-man show, qui se débrouille à organiser les choses, le jour où il se fatigue ou le jour où il part, tout s'arrête. Or, si Ben quand oui. il arrive en faisant son one-man show, derrière, on crée des petits départements, on forme des gens pour faire un peu ce qu'il fait, pour que quand le jour même en congé ou même le jour il décède, que d'autres soient capables de prendre le relais. Là, on serait dans un environnement, ce serait totalement différent. Ce n'est pas le cas actuellement. C'est pas le cas. Oui, donc ça revient un petit peu à ce que je disais, que la personne dont tu viens de dire là, qui va arriver, il va arriver avec quoi? Avec un état d'esprit, non? Avec une vision Mais, qui va venir implémenter. Voilà, l'état d'esprit de la gagne. C'est quoi la gagne? Non, on ne triche pas dans la gagne. On ne triche pas. Tu dois c'est t'entraîner à soit 10 heures, tu 10 fais heures, le tu as un truc. entraînement. Tu dois faire 10 outils commis, tes 10 outils commis, tu les fais. Il n'y a pas que je vais laisser parce qu'il y a un problème à côté, il y a un problème là. Avec la performance, on ne triche pas. Si on triche, Oui. et nous, Africains, on a... Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faudrait peut-être que je cite quelques exemples. Et je vais revenir sur l'African Open. L'African Open, il y a eu celui, je pense, si je ne me trompe pas, celui du Sénégal. Il y a Oui. les deux moins de 78 qui devaient combattre, la Guinéenne et la Camerounaise. Déjà, on a vu la réglementation que s'il y a un minimum 3 athlètes, il n'y a pas compétition. Oui. Voilà. Comment ça se fait donc qu'il y a une athlète qui devait combattre, elle n'a pas combattu. Mais on a quand même donné les 100 points de victoire à l'athlète. Voilà, c'est ça que moi j'appelle la tricherie. Si on est 3, on ne fait pas la compétition. Et du coup, ça Donc, crée un environnement qui on est peu me dit que compétitif parce c'est que un détail. C'est un oui, détail, mais c'est un état d'esprit. je suis d'accord avec Nous, toi. Je suis d'accord et avec tous toi ces que gens-là pour faire la doivent compète, il savoir faut. que si nous voulons gagner, voilà l'état d'esprit que nous devons avoir dans notre environnement. L'environnement est super, super important. Par contre, il y a un phénomène que j'aime. Et tu Mhm, vas me dire un peu ce que tu en penses. mhm, Est-ce que tu n'as pas l'impression que les pays africains commencent à vouloir trouver des raccourcis? Pourquoi est-ce que je parle de raccourcis? mhm. Je vais te parler par exemple d'une athlète comme Virginia Emar, une Gabonaise, qui n'a pas un Oui. faciès très gabonais, Mhm. mais qui lutte pour le Gabon. Je vais te parler Ah, d'une fille comme, je vois déjà où tu vas. Je vois déjà ce que tu veux, je où vais te tu vas parler en d'une venir. fille Si, si, comme si. Léa Buet, Si, 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 qui est si. Tu as vu la sénégalaise, qui lutte Guinéenne? pour le Sénégal. Oui, Voilà, tu as la Guinéenne. Est-ce oui. que, avec la Guinéenne, par exemple, qui est, c'est quoi, c'est Tassiana Lima, Mhm, qui a fait des performances, qui a fait je crois même qu'elle a fait des médailles dans des grands prix. Après, il y mhm, a eu, après, je crois, après son accouchement, il y a eu une sorte de, il y a une diminution dans sa, je pense qu'elle a aussi changé de catégorie, il y a une diminution dans sa performance. mhm, Et ça a donné l'envie à d'autres pays, à le Congo aujourd'hui qui lutte avec Brazzer, euh, mhm. qui, qui était, avant, je crois qu'avant le Congo compétissait pour notre pays africain. Donc, tu as ces pays qui commencent à essayer de recruter des talents ou des Oui, judokas qui viennent oui, des pays, oui. des grands pays de judo.
Tout à et fait. pour les embarquer. Est-ce que tu penses que c'est une voie, est-ce que tu penses que c'est une solution qui est là pour durer? Mon cher Alexis, ça revient encore à ce que je disais. Nous aimons la facilité, n'est-ce pas? Nous, Oui. ces gens-là arrivent avec quoi? L'état d'esprit. La moins de 78, Bronzer, elle, quand tu la regardes, elle est pro. Tu vois? Oui. La Gabonaise que tu viens de dire. C'est ça, en fait. On va chercher les gens qui viennent avec l'esprit que je viens de décrire. Le professionnalisme. Oui. Quand on a dit 10 heures, c'est 10 heures. Quand on a dit 15 heures, c'est 15 heures. Il n'y a pas de 15 heures un peu, 15 heures 20, 15 heures machin. C'est un état d'esprit. J'ai pris Oui. cet exemple, mais c'est l'état d'esprit. Effectivement, tu vois, ça, c'est la facilité. Et pourtant, moi, je pense que nous avons du potentiel. Nous avons du potentiel. Bon, maintenant, on cherche la facilité. Et puis, la plupart de ces athlètes-là, la plupart vivent en Occident. Par exemple, le plus de 100 kilos sénégalais que j'aime bien, Mbanik. Lui, Mbanik, c'est un fort potentiel. Moi, j'ai vu ses combats et c'est quelqu'un que je supporte beaucoup, mais je le voyais être vraiment à un certain niveau. Bon. Mais je vois encore qu'il est un peu, Il n'est pas voilà, il encore est au un peu niveau où on court. s'attendait par rapport à lui. Voilà, par rapport à ce il a démontré, moi, je Oui. voyais qu'il allait, voilà, il était capable de tutoyer les Teddy Riner et autres. Hein. Oui. Mais après, bon, je vois qu'il a un peu reculé. Bon, c'est un peu dommage. Mais on a du potentiel. C'est intéressant parce que tous les grands chelems, en fait, tous les grands tournois, grands chelems, championnats du monde, Jeux olympiques, c'est comme l'évaluation de la santé du judo dans nos pays. C'est le moment où on Mhm, sait mhm, est-ce que nous sommes dans le haut niveau ou pas. Il n'y a pas 500 façons de savoir. Ce n'est pas en fonction des histoires quand on a les Open continentaux. mhm, C'est mhm, là mhm. qu'il faut performer. Et le feeling que j'ai, ça peut se traduire par les chiffres. Toi et moi, on n'a pas eu le temps cette semaine de faire des statistiques poussées. Le feeling que j'ai, c'est que il y a un fossé qui est en train de Ah tiens, mais il y s'élargir. a un Algérien qui passe là. Oui, je suis en train de montrer le combat l'Algérien contre le Japonais. Un combat c'est d'ailleurs très bien passé. Je crois que l'Algérie a gagné. Il a battu le Japonais. C'est très bien comporté. Donc, je disais, on a, on a un déficit qui est en train de se creuser. On a un déficit technologique, un déficit intellectuel. J'avais écrit il y a de cela presque 12 ans un article qui expliquait que aujourd'hui, la chose qui nous manque le plus dans le sport de haut niveau, c'est pas l'argent, c'est pas le vivier, parce qu'en réalité, on a peut-être l'un des viviers les plus denses du monde, parce qu'on a une chance, nos populations sont jeunes, Tout à fait. nos Tout enfants à ne fait. sont pas très occupés, c'est une Mhm, chance, ça aussi ses effets pervers, mais nos enfants ne sont pas très occupés. Donc, en termes d'offres de loisirs, nos enfants ont quand même la possibilité de se concentrer à faire du sport. On a un climat qui est extrêmement favorable. On peut faire du judo toute l'année. On n'a même pas besoin d'avoir des salles surchauffées. Une salle, des fenêtres, une porte, tu fais judo. Il y a des pays où pendant 5 mois, je suis au Canada, pendant 5 mois, si tu n'as pas une salle avec un chauffage impeccable, avec le toit qui est bien fait, les fenêtres qui sont bien fermées, tu peux pas faire judo parce qu'il fait -10, -20, -30, -35. mhm, mhm, Et mhm. ce sont autant de choses qui, théoriquement, nous permettent de faire de la performance, mais qui, dans la pratique, ça ne se ressent pas. Donc, je pense que ce qui manque, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire qui va apporter le mindset. Parce qu'en réalité, construire une culture de la gagne, c'est extrêmement difficile. C'est très difficile. Venir avec un changement culturel, c'est très difficile. J'ai vu des gens faire ce chantier-là. J'ai vu le coopérant Feuillet. J'ai eu un excellent randonnée avec lui d'ailleurs, qui avait essayé de le faire. Il y était presque parvenu. Je dis presque parce que il le dit lui-même, il n'a pas eu le temps finalement de mettre des fondations Oui, mais suffisamment. ça a été très difficile pour lui. Hein. Parce que Oui, justement, c'est cette vision, ce changement d'état d'esprit-là. C'est ça. c'est compliqué.
C'est Il y a compliqué. quelqu'un d'autre qui l'a fait, que je l'ai vu à l'œuvre. Il y a ton père, Feu Maître Kitoga, qui a créé une culture de la gagne. Ça peut aussi été facile parce que finalement, au sein de son club, tu as beaucoup de personnes qui n'ont pas pu adhérer au projet parce qu'ils le trouvaient, c'était trop hardcore, c'est trop intense. Ouais, Mais tu sais qu'il fallait qu'il fasse ça parce qu'au Cameroun, les gens ont un rapport que si ils confondent le respect et la peur. oui, oui, oui. Donc, il faut faire un Donc, peu peur oui, aux je gens veux dire, pour que les lui, gens c'est marchent. quelqu'un que j'ai vu, je C'est l'ai vu dommage. créer cette culture-là dans son Oui, club. Euh, j'ai vu quelqu'un comme Ejente aussi qui est venu avec cette culture quand il était en équipe nationale. Et puis, et lui aussi, ça a été compliqué parce qu'il n'a pas eu le temps de mettre des fondations très solides. Mais après lui, après Ejente par exemple, je te dirais, plus personne ne s'attaque à ce chantier au niveau, au niveau fédéral camerounais, je parle du Cameroun. Plus personne ne s'attaque à ce chantier qui est un chantier qui est extrêmement difficile. oui, c'est Parce qu'il faut difficile. créer une C'est culture de la gagne, difficile. il faut casser des œufs. Très difficile. Il y aura des victimes, il y aura beaucoup de victimes. Et il faut vivre avec ça. Il faut accepter de vivre dans un environnement où finalement, tu vas créer plein de victimes, tu vas créer du ressentiment. Il faut vivre avec ça. Donc, euh, c'est ce déficit-là que nous avons. Je pense, mon point de vue, c'est que c'est ça qui nous manque, cette capacité intellectuelle à monter des choses et finalement à faire la performance. Parce que je te dirais que tout le reste, on a les géologies, on peut les avoir. Aujourd'hui, il y a des programmes de la FIGE, il y a plein de choses qui font que Tout si à tu as un fait, groupe élite, tout à même fait. d'une quarantaine d'enfants, Et tu es c'est une capable d'avoir chance. Hein. les équipements. C'est une chance. Il y a quelques années, il n'y avait pas ça. Hein. Il n'y avait pas Oui, les oui, il dons de n'y la avait FUGE. pas. Hein. Il n'y Il n'y avait pas avait pas, ça. il n'y avait pas. Les dons en surface, les dons en géologie, parfois même tu as des dons en billets d'avion parce que pour le Cameroun qu'on connaît, toi et moi, qu'on connaît très bien, on a beaucoup de tournois cadets, juniors, où on va grâce à ces billets d'avion qui sont Tout gratuits, à fait. qui nous permettent d'y accéder. S'il n'y avait pas ça, ça allait être un peu plus compliqué de le vendre au ministère tutelle. Donc, j'espère qu'on pourra garder des forces vives dans le judo et qu'on pourra les amener à rester dans le projet suffisamment longtemps pour donner. Parce que l'autre réalité, c'est quoi? C'est que, et c'est complémentaire à ce que je disais, ces gars qui sont bons, qui peuvent venir avec des choses intéressantes. Parfois, ils sont très bons et ils connaissent leur talent. Et parfois, en connaissant leur talent, ils veulent plus. Et donc, il faut trouver la façon de les intéresser à donner quelque chose pour un sport qui reste amateur. Tout Parce à qu'in fait. fine, ce n'est pas un sport professionnel. Au football, par exemple, au basket, au tennis, les gars bons sont recrutés par les grands joueurs. Et il y a une spirale positive. Tu vas entendre que tel kinésithérapeute qui est extrêmement talentueux va être recruté par un Nadal, par un Djokovic. On va lui donner un 200 000 $ US par an parce qu'il y a le talent, parce qu'il est capable de conserver son joueur pendant 11 ans et demi, pendant 11 mois et demi, autant pour moi, par an. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que son joueur ne se blesse pas pendant 11 mois et demi, ce qui en soi est un gros plus. Donc, il y a cet effet que comme c'est professionnel, il y a un marché. Et comme c'est un marché, donc chacun peut faire valoriser son talent. Or, quand c'est amateur comme le judo, il n'y a pas ce marché-là. Tu peux être hyper bon comme entraîneur, comme technicien au Cameroun, et finalement, il n'y a pas de marché pour toi. Pire que ça, tu peux te retrouver à avoir des problèmes dans les structures où tu entraînes. Parce que la vision que tu as du sport contrevient avec la vision de ton promoteur. Je connais beaucoup d'entraîneurs jeunes de ma génération, et même un peu plus âgés, qui ont beaucoup de mal à travailler avec des promoteurs, qui ont, de mon point de vue, un savoir-faire intéressant, très intéressant, qui ont déjà fait leurs preuves, mais qui finalement ont du mal parce que ce n'est pas des entrepreneurs, ce sont vraiment des techniciens. Et chaque fois qu'ils s'associent à l'entrepreneur, à un promoteur de club, ça se passe mal. Donc là, j'espère que les pays africains qui nous écoutent, les Africains qui nous écoutent, seront capables déjà de nous dire dans les commentaires ce qu'ils pensent de notre inventaire, parce qu'on n'a pas dit toutes les raisons, on a cité quelques-unes. Chacun aussi dit en fonction de sa sensibilité. Mais je Tout à pense qu'il y a fait. des choses qu'on peut faire et
L'idée aussi Oui, tout à fait. d'un point On de vue peut améliorer. Mais oui. c'est d'améliorer. Et Mais tu as dit quelque tu chose vas de avoir très la question de intéressant, l'argent. Maxime. Tu as dit quelque chose de Vas-y. très, très intéressant, c'est sur le haut niveau politique. Si on laisse le développement du judo camerounais entre les mains uniquement de la politique, c'est-à-dire que politicienne, hein, eux, ils Oui, voient ça pour faire leur business. Et nous ne prenons pas les choses en main pour vendre notre discipline, oui, pour attirer d'autres personnes qui viendront investir. Effectivement, ça va être compliqué. très. Parce qu'on a deux options. On a deux options. La première option, c'est de développer du financement organique. Autrement dit, Mhm, faire en mhm. sorte que le judo crée ses sources de financement et vive Exact, de ses sources de financement. exact, Ça, exact. c'est l'approche la plus saine, mais qui Ben, c'est nécessite un d'ailleurs celle savoir-faire technique que j'apprécie très élevé. énormément, c'est celle-là. Oui, mais ça demande un savoir-faire très technique. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de monter des produits judo qui soient bankable, donc qui soient vendables. C'est très difficile. C'est très difficile, par exemple, d'arriver à MTN et de lui dire, MTN au Cameroun, et de lui dire, je veux que tu finances mon tournoi comme ça, comme ça, comme ça. Il faut pouvoir lui vendre ça. Techniquement, c'est difficile, mais c'est faisable. Bien sûr Et que la c'est deuxième faisable. approche, Mhm. c'est de faire du judo un sport populaire qui ensuite peut être financé par le politique. Je sais que c'est faisable parce que je l'ai vécu au Congo, à RDC. Au Congo, ce n'est pas rare de voir des tournois qui se déroulent la nuit dans des stades. J'ai Ah oui. fait des tournois dans des stades Mhm. pleins, s'il te plaît. C'est-à-dire que tu vois un stade avec une capacité de 1500 personnes, parfois 2500, qu'on remplit. Les gars viennent à 21h jusqu'à minuit pour voir les tournois de judo. C'est plein. C'est-à-dire que quand tu gagnes un tournoi, parfois, on est obligé de recruter des vigiles ou des bouncers pour empêcher les gens de rentrer sur le tatami. Il y a une ferveur incroyable. Et derrière, tu vas donc te rendre compte que les grands clubs de judo à Kinshasa ont tous un député qui soutient. Donc, il y a un homme politique derrière parce qu'ils ont fait en sorte que le judo est devenu un outil populaire et donc un outil politique. Ça, c'est la deuxième façon de faire. Mais cette façon de faire est un peu difficile parce que on a fait beaucoup d'efforts dans le passé pour sortir le judo de la rue. Ça, par contre, c'est ce que les Congolais n'ont pas fait. On a fait beaucoup d'efforts pour faire en sorte, parce que quand le judo est arrivé au Cameroun, il s'est développé un peu par la rue. C'était des dockers à Douala qui ont formé un peu les enfants avec qui ils travaillaient, qui étaient autour du port. C'est comme ça que le judo est devenu le judo s'est intégré dans la communauté underground, donc les gars du quartier, les gars qui menacent un peu les gars au quartier, donc tu vois un peu. Et ça nous a fait, bon, on a développé comme ça. Et puis, ces gars ont commencé à aller à l'école. On a eu des générations qui sont entrées dans la fonction publique avec des concours à l'INGS et tout ça. Et ils se sont dit, il faut qu'on aseptise notre judo, qu'on lui donne une personnalité beaucoup plus élitiste. C'était par Mhm. exemple un chantier de feu maître Tchungi, c'était d'élitiser le judo camerounais. Donc de faire en sorte qu'on n'associe plus le judo à un art martial des gars dangereux, des bandits, Tout tu à fait. vois. Mais tu sais que le Voilà. judo a eu, effectivement, ce que tu dis est vrai, hein. Le judo, pendant des années, a véhiculé cette image-là que c'était Oui, quelque chose qu'on on a faisait fait dans des quartiers où beaucoup les gens ne d'efforts, oui, réfléchissent pas forcément. c'est ça. On a donc fait beaucoup d'efforts pour sortir le judo de cette personnalité-là. Sauf que ce qu'on a gagné en respectabilité, on l'a perdu en popularité. Parce qu'à la fin, euh, parmi les populations, parmi les gens qui peuvent venir et remplir les stades, rendre le truc populaire, c'est qui finalement? C'est qui ces gars? C'est pas forcément l'étudiant de Polytechnique, c'est pas l'étudiant de la Cato, non, c'est monsieur Lambda, c'est le sauveteur du Tout à marché, c'est fait. le vendeur Tout à la à fait. sauvette au marché, c'est un gars. Et Exactement. donc, Exactement. en C'est la sortant personne comme même. ça, Ben oui. voilà, on a un peu coupé ce lien
Et donc, pour redevenir un sport populaire, vraiment au sens populaire du terme, il faut faire le chemin inverse. Ce qui est un peu compliqué parce qu'après, est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que c'est réellement ce qu'on veut? Donc, il faut trouver cette équipe. Donc, si ce n'est pas ce qu'on veut, on est obligé de dire, bon, la seule voie qui nous reste, c'est le développement organique. C'est de dire, on travaille sur le financement organique du judo. Donc, trouver des sources de financement, bâtir une génération d'ambassadeurs dans les entreprises. C'est pour ça que moi, je pense qu'on n'exploite très mal un outil comme les Jeux universitaires. Les Jeux universitaires, on n'a pas compris ce que c'est. Oui, on n'a pas Les Jeux compris. universitaires, c'est deux choses qui sont très importantes. Deux choses. C'est une plateforme de détection. C'était d'ailleurs ça, quand on créait les Jeux universitaires, c'était pour faire de la détection. Mais c'est aussi une plateforme de ce qu'on appelle le réseautage. C'est une plateforme de réseautage. Oui. Pourquoi? Parce qu'à la fin, tous ces enfants qui font du judo à l'université, ils sont à l'université pourquoi? Pour développer des compétences, pour avoir des carrières. Ils vont finir dans de grandes entreprises, ils vont finir à Schlumberger, ils vont finir à Total, ils vont finir à MTN, à Orange, ils vont finir dans toutes ces grosses boîtes, à Camtel et consorts. Mais une fois qu'ils sont là-bas, ils ne vont jamais oublier qu'ils ont été étudiants, ils ont fait les JU. Pour la plupart, même la photo des JU, ils ont pu glaner une médaille quelconque, ils la chérissent vraiment. Donc, les JU, normalement, c'est la plateforme où on est supposé tisser un réseau avec tous ces étudiants qui vont devenir demain des grands cadres et faire en sorte que donc, quand ils deviennent des grands cadres, attends, si tu as un mec avec qui tu as fait les JU, qui demain est directeur marketing dans une grosse boîte, est-ce que tu as besoin de lui expliquer le judo? Est-ce que tu as besoin de lui bavarder beaucoup que le judo c'est X, Y, Z? Non. Tu arrives, tu dis que gars, c'est comment? Depuis là, tu es où? Ça s'est passé comment? Mais vous commencez encore à raconter vos histoires des jus, comment tel gars a raté la pesée, comment ou par équipe tel gars c'est finalement un gars qu'on a surclassé qui a réussi à gagner tout. Vous partagez, vous faites partie d'une confrérie, tu vois. Et ça, c'est un argument qui te permet de me dire, bon, ok, gars, j'ai besoin d'un financement, j'ai besoin que ta compagnie m'accompagne un peu. Comment est-ce qu'on peut faire? Maintenant, lui va devenir un prescripteur pour toi. Donc, il va être ton ambassadeur au sein de son entreprise. Il va te dire, bon, on n'a pas, cette année, si je vais te dire la vérité, on n'a pas l'argent. L'année prochaine, on a une petite opportunité, là, on peut avoir l'argent. Voici comment on va faire. Il va t'expliquer, il va t'aider, il va te... Tu vois, ça, c'est un travail qui peut être fait. Ça prend à peu près 5 ans pour monter ce genre de réseau parce que 5 ans sur le temps que quelqu'un finisse sa scolarité et commence à trouver son premier point de chute. On va se dire 10 ans, 11 ans à peu près, parce que 5 ans pour que ces étudiants en première année sortent et tombent quelque part, 6 ans pour qu'ils quittent du statut de jeune recrue au statut de cadre expérimenté. Donc, ils deviennent intermédiaires, ils ne sont plus juniors, ils sont intermédiaires. Et donc, ils commencent à avoir accès à des responsabilités assez intéressantes dans les boîtes. Après, si tu veux être dans le confort, tu attends encore 5 ans, parce qu'à 10 ans, ils commencent à devenir seniors. Ils commencent maintenant à avoir des grosses responsabilités. Et là, il y a quelque chose à faire. Donc, je le dis à les cadres de judo qui nous écoutent un peu partout en Afrique et à nos auditeurs, si vous voulez faire si on veut faire du développement organique, il faut avoir une stratégie, il faut de la matière grise, il faut attirer les champions, il faut attirer les talents dans notre sport. Tout à fait. Ok, on a parlé du Grand Chelem de Tokyo, on a parlé de l'absence du judo africain sur le plan de la performance à ce niveau-là. C'est la dernière année, c'est le dernier tournoi de l'année. La plupart des grands champions, beaucoup de gens déjà sont au courant, sont fixés s'ils sont qualifiés ou pas. Il y en a qui sont déjà dans une zone où ils savent qu'ils seront qualifiés. Certains pays comme la France, comme le Japon pour certaines catégories, ont déjà commencé à dire qui sera les représentants. La France peut le faire parce que, de facto, elle a 14 places pour les Jeux Olympiques parce qu'elle est organisatrice autant pour moi. Donc, elle n'aura qu'à choisir parmi ses athlètes qui sera le représentant de telle ou telle catégorie. C'est à sa discrétion. Mais pour les autres, il y a une bagarre qui est encore intense. Il y a des choses qui sont à faire. Je vais profiter de notre discussion pour parler de quelque chose qui m'a... J'en ai parlé un peu en préambule de notre podcast.
c'est Judo TV. Judo Oui. TV coûte 100 pièces par an. Est-ce que tu comprends la stratégie de la fiche derrière une telle facturation? Ben, sincèrement, je ne sais pas pourquoi c'est cher. Est-ce que l'athlète a des retombées par rapport à ça? Je ne sais pas pourquoi c'est cher. Ils auraient fait, bon, moi je suis souvent partant pour payer, hein, mais quand j'ai vu 100 euros, non. Il y a des moments où je paye. Il y a pire que ça. C'est que c'est 100 euros, mais sous réserve que le tournoi que tu regardes, pour la zone géographique où tu es situé, n'ait pas les droits qui étaient achetés par une autre compagnie. Ça veut dire Ah, que ah si oui, tu vois, si tu regardes, si tu veux voir par exemple, disons, les championnats d'Europe et que Eurosport a acheté les droits des championnats d'Europe c'est et que mal tu es en barré. France, tu ne pourras pas voir. Eh Okay? ben, Si tu as la malchance qu'une chaîne comme DAZN achète les droits des championnats du monde qui se dérouleraient, disons, au Canada ou aux États-Unis, tu ne pourrais pas avoir accès à ça si tu es un utilisateur de Judo TV au Canada ou aux États-Unis. Donc, en fait, tu achètes la partie libre des droits télé du judo. On sait qu'ils travaillent très fort à la fiche pour vendre le plus de tournois, vendre les droits télé le plus de tournois. Donc, ça veut dire que finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, les utilisateurs, on met de l'argent, on augmente la trésorerie et derrière, on n'a pas la garantie que la trésorerie pour l'argent qu'on a mis va nous offrir un large inventaire de tournois. Non. Au contraire, l'argent qu'on va donner va financer les efforts de la fiche, efforts qui vont leur permettre d'obtenir les financements, donc d'obtenir la vente des droits télé pour finalement nous retirer certains tournois. Donc, je finance, l'argent que je donne sert à la fiche à diminuer le nombre de vidéos auxquelles j'aurai accès. J'aimerais comprendre, c'est 100 euros. Je vais dire, c'est 100 euros pour l'année. Après, tu peux acheter par tournoi, mais quand tu calcules, si tu as 4 dollars, 4 euros par tournoi, rapidement en une année, le nombre que ça fait, c'est extrêmement élevé. Donc, quelle est leur stratégie? Est-ce que c'est pour le grand public? Est-ce que c'est pour une niche particulière? Est-ce que c'est pour les coachs? Parce que si on se dit, OK, ils veulent vendre ça pour que des fédérations, des coachs qui font des analyses vidéo, machin, truc, c'est pour qui finalement? Et dans le même temps, les droits ne sont plus libérés parce qu'on en parlait un peu avant le podcast. Sur YouTube, tu vas retrouver les tirages au sort qui sont toujours libres, mais les combats en tant que tels ne sont plus accessibles. Mais il y a des gars qui, bon, ils profitent un peu du fait que la FIGE est administrativement tolérante et puis publie souvent, ils republient souvent les vidéos de leur truc. Mais c'est quoi leur stratégie? Pourquoi ça coûte si cher? Et ça coûte très cher. Je veux dire, aujourd'hui, les gens sont déjà habitués aux produits de streaming comme Netflix, comme Prime Video, comme DAZN, comme Disney+, comme plein de trucs. Mais ils ne pratiquent pas ces prix-là. Pourquoi? Honnêtement, je ne comprends pas leur politique. Est-ce que c'est faire ramener l'argent à tout prix? Est-ce que ça ne va pas chasser les gens finalement? Effectivement, est-ce que ça ne chasse pas les gens? Parce que de toi à moi, si on ne faisait pas ce podcast, je n'aurais pas acheté j'aurais pas pris cette licence-là. Parce que on se doit de donner à nos auditeurs quand même un peu de qualité. Ça n'avait pas de sens de ne pas pouvoir parler d'un tournoi, ne pas montrer de combat. Oui, de ne pas montrer le combat, Oui. oui. Franchement, l'idée, c'est une bonne idée d'échanger comme ça et de voir en fond comment le combat se passe, il se joue. C'est C'est dommage que ce soit cher. Je sais pas pourquoi c'est très cher. cher. C'est pas cher, c'est très cher. Ce n'est même pas, c'est pas genre par exemple, ok, il y a certains comme DAZN qui sont malins, ils te disent, si tu vas en Angleterre, tu prends un abonnement Vigile, de tel truc, dans l'abonnement Vigile. Je crois qu'on fait aussi ça en France. On va t'inclure tel truc. Donc,
tu te retrouves, on met ça on inclut ça dans notre produit, ça fait que ça a l'air abordable. Maintenant, il n'y a aucun produit qui soit capable de t'embarquer Judo TV. Aucun. Je veux dire, tu finis, tu vas acheter ton Disney+, Netflix, Prime Video. Après, il faut quand même que tu achètes Judo TV pour pouvoir tes tournois pendant l'année. Et espérer que le jour où tu auras vraiment besoin de voir un tournoi, qu'on n'ait pas vendu les droits de télé à quelqu'un. Qu'on n'ait pas vendu les droits, ben oui. C'est un truc de fou, quoi. Je ne sais pas quelle idée ils ont eu, mais... Et j'ai regardé, j'ai vu les droits, on appelle ça souvent quoi, les règles générales d'utilisation. Tu n'es pas protégé. Je veux dire, il n'y a pas une garantie que tel nombre de vides. Non, non, il n'y a aucune garantie. C'est un pari, c'est le jumbo. Tu prends tes 100 € et tu paries que, bon, j'espère que le tournoi... Bon, c'était un sujet où j'avais quand même besoin de dire que je ne suis pas d'accord. Je ne comprends pas pourquoi la FIF fait ça. Ça serait bien que quelqu'un nous explique si on a un auditeur qui maîtrise un peu la stratégie de la oui, FIF. qui comprend la stratégie, qui nous explique, ça va nous plaire parce que nous, on aimerait comprendre. On a déjà payé, donc là, c'est un utilisateur frustré qui parle. Il a déjà payé, mais il veut savoir pourquoi il se sent plus libre. Aujourd'hui, on a fait un randonnée assez court. Un grand merci, Mathieu, pour ta présence. C'est moi qui te remercie. C'est la fin de l'année. Merci beaucoup. C'est la fin de l'année. Donc, il n'y aura plus beaucoup de tournois d'ici là. On va peut-être prendre un de nos randonnées, faire un magazine pour faire le bilan de l'année. Parce que 2023, c'est trop bien le bilan. Hein? Ouais, 2023 fini bientôt. Et il faut qu'on se dise, OK, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Où est-ce qu'on va? Peut-être on parlera d'un bilan, peut-être du Cameroun, peut-être de l'Afrique. On trouvera un angle pour faire un bilan, pour dire, OK, où est-ce qu'on va? Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qui s'en vient, même en termes de l'émergence des nouveaux judokas, le 90 japonais, le moins de 100 russe, tous ces gars qui arrivent. Est-ce qu'on voit, ça va ressembler à quoi? Est-ce qu'on aura des surprises? Est-ce que Rin peut être champion olympique en 2024? Parce que toutes ces questions-là. J'ai déjà perdu un pari en 2021 à cause de lui. Il y a un challenge. Hein. Il y a un challenge. Mais tu sais qu'on a 2 champions du monde hein, dans les plus de 100. Oui, une histoire de fou. J'ai jamais vu. Une histoire de fou. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir ça en judo. Je sais qu'on fait ça dans le lancer, on fait ça en athlétisme. En judo. Oui, deux champions du monde. Sur ce coup-là, j'ai beaucoup aimé la réaction de la FIF, qui a été grand seigneur de dire on s'est trompé. On est désolé, voilà, exact. Et comme on s'est trompé, on va essayer de réparer le tort de façon sportive. Parce que c'est facile de venir dire je me suis trompé, mais tu as perdu. On s'est trompé. On corrige. Et on corrige, on dit tu aurais dû gagner le combat parce que ce qui s'est passé devait te donner la victoire. Ce n'est pas que ça devait. C'est pas un shido. Parmi tant d'autres, ça devait te donner la victoire. C'était visible. Quand on montre comment le gars. C'est visible, il n'y a même pas à discuter. Je ne comprends pas que eux qui sont des techniciens dans l'arbitrage, dans la vidéo. Non, je vais te dire, c'est quelque chose qui arrive. C'est là où tu comprends que Rin a un aura de champion. Oui. Parce que quand il prend le point, il se lève calmement et continue ses affaires. Oui, mais tu sais, il est la 2e personne qui a cette aura-là dans le judo mondial. David Doué avait la même chose parce que Shinohara, il met un Sukaishi, n'est-ce pas, à David Doué. Tout le monde ne reste pas. Même David, il reste, il sait que non, c'est mort. On dit adieu, mais j'ai dit non, c'est pas vrai. Tu vois, Rin n'a pas hésité, ça dit qu'il ne sait pas. Non, il n'a pas hésité. Ils ont continué le combat. Il y a un truc, qu'est-ce qui se passe? Non. Il a smooth. Donc, il a induit le central en erreur. Il a créé un moment de flottement où finalement, tout le monde s'est dit est-ce que, tu vois, c'est tu sais, c'est après quand tout le monde revient là, quand tu dis non, parce qu'il y avait vraiment point. Oui, il y avait point. Et il y a point clair. Je dis que c'est clair. Ce n'est même pas à discuter. Lui, son aura, il a comme inoptisé. Parce qu'il n'y a pas. Beaucoup de gens vont dire que
Et même le petit russe, hein, son attitude, même malgré ça, vraiment, Oui, c'est là où le judo a quand même quelque chose de particulier là-dessus. C'est en termes de fair play, dans n'est-ce d'autres pas? disciplines, oh là là, il allait se barrer du tapis, il allait faire des Bon, trucs. ça dépend des judokas. On en Bon, ça connaît, dépend toi et aussi des moi, judokas. qui se sont Mais déshabillés, ont arraché les euh, tatamis. il est resté calme, serein. Oui, très, très bon prince. Il a joué, il a été très bon prince. Merci Mathieu. On se Ok, reprend dans une semaine et je à te lundi dis prochain. à lundi Bon prochain. week-end à Ciao. toi, Alexis.